Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cet autre rendez-vous, cette autre édition de l'émission Horizon Sport sur Equinox et Télévision. Horizon Sport qui, pour le compte de cette édition, s'intéresse au bilan des Jeux universitaires Marois 2018, des Jeux qui se sont achevés ce vendredi avec l'Institut national de la jeunesse et des sports qui a pris sa revanche sur l'université de Douala, qui n'a pas réussi à succéder à elle-même puisqu'elle termine à la 3e position au classement général. Nous parlons donc de ces Jeux universitaires, tout comme de volleyball avec l'équipe nationale féminine de volleyball, championne d'Afrique, qui sera reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement, le 15 mai à venir. Nous épiloguerons longtemps sur la Ligue 1, dont la reprise est annoncée pour ce dimanche avec quelques cas de figure. Une Bamboutos de Bouddha, Aigle Royal de la Ménois, avec un zoom aussi sur un joueur de l'équipe de Fovu de Baham, Aladoum Kolimba, gardien de but qui vient du Tchad, en tout cas qui a évolué du côté du Tchad et qui se trouve du côté ici donc de Fovu de Baham. Voilà quelques éléments que nous retrouverons donc dans cette édition avec nos invités qui sont là, bien établis. On va dire bienvenue à J.G. Carole, qui est donc un acteur du sport, mais surtout en matière de communication. Bienvenue à vous. Merci Eric Martial et merci à tous les éditeurs. Merci d'être sur Equinox. Allez, merci donc d'avoir honoré cette invitation. Yves Désiré Kwala nous vient fraîchement de Marois où il a donc pris part aux Jeux universitaires qui se sont achevés ce vendredi. Monsieur le secrétaire général, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yves Martial, bonsoir à vous consultants, bonsoir à JG, bonsoir également à tous les téléspectateurs de télévision Equinox. J'espère qu'ensemble on va échanger et puis éclairer un peu la lanterne des utilisateurs, surtout sur les sujets que vous avez évoqués. Allez, merci donc à vous, merci à Vassilius Sessémé, l'un de nos consultants présents comme chaque vendredi. Vassilius, bonsoir. Bonsoir Eric Martial Ndiomo, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Merci Clément Zeko Kalamouti. Bienvenue. Je vous en prie. Bonsoir Eric, bonsoir aux panélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je voudrais féliciter Dieu Jean qui a gagné les médailles d'or aux Jeux de Marois. Je voudrais saluer 3 jeunes dames, trois belles dames qui font partie de la 4e set. Je parle de Florence, je parle de Marinette, je parle de Luisette. Et enfin, je dis bonsoir à Papa Major Skinner à Village. Allez, espérons qu'il nous regarde. Merci Clément Zeko. Alors, tout de suite, messieurs, je vous amène vous balader dans les arcades de cette édition 2018 des Jeux universitaires qui sont achevés du côté de Marois ce vendredi. La cérémonie de clôture, c'était autour de 9 h avec la présence effective du ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famdongo, qui présidait donc ces Jeux universitaires du côté de Marois. Une cérémonie de clôture quelque peu à l'image de la cérémonie d'ouverture, pleine en termes de faste, de solennité, beaucoup de couleurs observées donc au cours de cette cérémonie de clôture ici, et aussi au cours de la finale, avec la présence effective du ministre des Sports et de l'Éducation physique, quelques ministres, notamment Zachary Perivec, qui était là pour cette clôture. On voit aussi en image Issa Tiroma Bakari et surtout le maître des séances, le ministre Jacques Famdongo, qui logiquement pour cette fin a apprécié le déroulement de ces Jeux universitaires, malgré tout ce qui a été dit autour de l'organisation, quelques tatillons autour des infrastructures pas toujours prêtes à l'entame de cette compétition. Yves Désiré Kwala, vous nous revenez de ce côté-là, premier sentiment au terme d'une semaine de compétition à Marois. Non, je dirais que déjà si je suis sur ce plateau à Douala, ce soir ça relève, j'ai failli dire du miracle. Parce que je crois que je suis l'un des rares officiels techniques à y avoir été et qui est à rallier sa base. Très honnêtement, c'est pour des raisons de santé que j'étais obligé de prendre le vol hier pour rentrer. Donc quand je dis ça, c'est que je le dis vraiment de but en blanc comme ça, parce que j'ai l'impression que nous sommes à la 21e édition, mais je crois qu'on a reculé d'au moins 10 ans. Vous avez dit que les infrastructures n'étaient pas prêtes au départ. Je sais pas pourquoi vous avez dit au départ, parce que jusqu'à la fin, rien n'est prêt.
Je vais prendre par exemple le cas de l'athlétisme. On a couru sur du bitume, de la terre battue, du bitume, et on finissait sur, je ne sais pas quelle matière c'était. On a lancé un 5000 mètres pendant qu'on était avait un caterpillar qui était en train de passer. Un de vos confrères d'une télévision amie a été bousculé parce qu'il avait filmé le caterpillar, mais malheureusement c'est déjà passé sur les réseaux sociaux et tout, donc je parle pas fort. Donc, de manière générale, je vais dire que c'était tout sauf ce qu'on a l'habitude de voir. On était à Bamenda l'année dernière, on a vu tout autre chose. Et on sait dans quelle situation Bamenda était l'année dernière, c'est-à-dire que cette dame qui était recteur à l'époque allait carrément acheter le matériau à Bafoussam parce qu'il y avait la situation où on ne vendait rien, il n'y avait rien à acheter à Bamenda. Donc elle avait tous les problèmes du monde, mais elle a réussi à faire on est arrivé de meilleurs jeux, je dis des meilleurs jeux qu'on a eu droit du côté de même, et mieux encore à Bamenda, je dirais même qu'on a eu des jeux mieux organisés que dans les universités qui recevaient au moins pour la deuxième ou la troisième fois. Ça, honnêtement, il faut le dire. Ce qu'on a vu en Marois, rien n'était prêt au point où il fallait faire 17 km pour aller arbitrer un match. Vous êtes à Congola, où il y a l'université, vous êtes logé. Pour aller arbitrer un match de handball, de volleyball, de basketball, vous êtes obligé de faire 17 km derrière une moto. Et vous l'avez dans une insécurité totale parce que le chemin entre Marois et Congola, c'est obscur. Obscur, c'est une moto, vous êtes deux. Vous ne savez pas où il vous amène. Donc bref, je vais dire de manière générale, on a reculé d'au moins 10 ans. Je le dis clairement, d'au moins 10 ans on a reculé. Allez, peut-être donner la parole aux autres avant de revenir à vous. Vassilius, tout d'abord. C'est vrai qu'à l'entente de ces Jeux universitaires la semaine dernière, nous en parlions ici, nous décrions déjà un certain nombre de choses. Eh bien, pour ceux-là qui s'y sont rendus, pour nos reporters qui étaient de ce côté-là, finalement, c'est des Jeux qui ont été beaucoup plus décriés, beaucoup plus critiqués que appréciés en termes de performance au finish. Oui, ben, nous sommes d'autant plus surpris parce qu'en janvier, au moment où s'est tenu le conseil de la Fédération nationale des sports universitaires, beaucoup de résolutions avaient été prises. D'ailleurs, la première qui était forte, c'était combattre le mercédariat. La deuxième, c'était véritablement de développer ce projet qui faille qu'on développe les infrastructures au niveau, n'est-ce pas, des universités, surtout ceux qui accueillent et que cela soit pérennisé. Donc, c'est un conseil qui a annoncé un budget d'environ 451 millions, ça il faut le dire clairement, qui, n'est-ce pas, ces financements qui sont encadrés, n'est-ce pas, par le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a été là, bien évidemment, par le ministre des Sports et de l'Éducation physique aussi. Donc, déjà, on ne va pas, pour un premier temps, pour ma part, entrer directement dans le bilan de jeu. Moi, je disais en off tout à l'heure que, véritablement, on a la chance d'avoir Yves Kwala. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on fait le bilan, on peut véritablement dire que, parlant des infrastructures, d'ailleurs il a déjà dit, on a reculé de 10 ans, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Pourtant, vous le disiez la semaine dernière, ce n'est pas la première fois que Marois accueille ces Jeux universitaires. Voilà. Donc il y a ça, il y a que sur le plan de la compétition elle-même, on avait mis un accent. D'ailleurs, Marois 2018 a été baptisé comme un nouveau départ. Mais si un nouveau départ, c'est pour reculer 10 ans en arrière, on se pose des questions. On partait à Marois pour combattre la fraude. Est-ce que cela a été fait? Pour éradiquer le mercenariat, est-ce que cela a été fait? On devait mettre l'accent sur le fait valoir de l'éthique olympique. Ouais. Mais quand on se rend compte que les surfaces et les infrastructures sur lesquelles les athlètes ont compétit n'étaient pas suffisamment adéquats, donc c'est autant de questions qu'il faut se poser. Toujours, ce conseil avait annoncé l'avènement d'autres sponsors à côté du sponsor majeur. Donc j'aimerais que Kwala revienne aussi un peu là-dessus. Qu'on essaie un peu de comprendre pour que dans les éditions à venir, c'est quand même 3000 athlètes, 3500 environ, ça pour ne pas arrêter un chiffre, pour dire que c'est 3500 athlètes pour 18 universités, c'est quand même assez énorme en termes d'hébergement, restauration, de transport, parce qu'il y a des déplacements, il faisait allusion tout à l'heure, le déplacement des différentes délégations pour joindre un site ou un autre. Donc véritablement, moi je dis, faudrait, après 21 éditions, vraiment élaguer un certain nombre de choses. Parce que s'il fallait parler en termes d'expérience, en 21 éditions, on est mature. Voilà. Clément Zeko, vous semblez pas du tout surpris finalement de ce tableau sombre.
Oui, puisque j'en parlais la semaine passée. Mais seulement relevons, relevons pour dire que l'État du Cameroun, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, a été suffisamment téméraire pour tenir les jeux. Et nous savons tous la situation de sécurité qu'il y a à l'extrême nord, avec tout ce que ça comporte. Mais maintenant, d'accepter que ces jeux-là se tiennent, ça veut dire qu'on a pris un certain nombre de mesures pour que ces jeux-là se tiennent normalement. Et les premières mesures, c'est déjà que les jeux se tiennent sur des infrastructures, dans un environnement qui convienne. Or, il se trouve que les 3500 athlètes qui sont allés là-bas, c'est juste pour un remplissage. Parce que les Jeux universitaires, quand ces Jeux-là regroupent toutes les universités, à mon sens, ça devrait être la crème fleur, l'élite de l'université qui se mesure pour que la performance qui va être établie au sortir des compétitions soit une performance à la limite olympique. Parce que ça ne sert à rien, à mon sens, ça ne sert à rien de faire venir 3500 personnes qui vont, comme Désiré disait tout à l'heure, compétir pour compétir. Là, ça fait une participation. C'est peut-être de l'olympisme, mais ce n'est pas de cela qu'il est question aujourd'hui. Quand on organise les Jeux, il faudra comprendre que l'université se situe au bout de la chaîne de la formation. Et nous avions dit que les 5 classes de la formation, c'est l'éveil, l'initiation, la préformation, la formation et la post-formation. La post-formation, c'est l'université. Et c'est pour cette raison qu'à l'université, à 25 ans, vous ne devez plus prendre part au jeu. Donc, puisque la post-formation, c'est de 23 ans à 25 ans. Donc, cette tranche d'âge qui entre dans la post-formation et qui est donc l'âge et l'assiette dans laquelle on puise les athlètes de l'université pour compléter donc la chaîne de la formation. Étant entendu que, nous le répéterons toujours, les 3 aspects qui conditionnent l'homme, c'est son intelligence, sa croissance et son jeu. Dans l'intelligence, il va à l'université, à un certain âge, il doit être dans une certaine classe. Il doit avoir une croissance physique, à un certain taille morphologique. Et il doit pouvoir faire ses jeux. Nous avons parlé de l'éveil, de l'initiation, de la préformation, de la formation et de la post-formation. Vous voyez que ces 3 choses-là vont ensemble. Il ne faut pas les dissocier. À tel enseigne que quand on est puriste, pour parler de ces 3 choses, dire et parler de sport-études, c'est une répétition, c'est redondant. On se répète parce que normalement, le jeu, l'intelligence et l'école vont en trio. Voilà. Parce que c'est toi, puisque c'est toi. Donc c'est pour dire quoi? Un peu pour rire. Non, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de la qualité des jeux. Même si au décompte des médailles, bon ok, on a classé, il y aura toujours un premier, un dernier. Quel que soit le niveau et la qualité des jeux, il y aura des premiers, il y aura des derniers, parce que tout le monde n'ayant pas la même performance. Voilà. Peut-être avant que Carole ne dise un mot là-dessus, Yves Désiré Kwala, vous souhaitiez rebondir. Oui, sur un ou 2 aspects, vite fait, pour dire que je crois que l'on parle encore des infrastructures. Je vais prendre par exemple le cas de performance, parce que Clément parlait de la 5e étape, post-formation. On vous dira aisément que dans les universités, c'est pas en fait ça la programmation, parce que chez eux, je vais vous dire, moi qui suis à Douala, je vois comment est-ce que l'IUG recrute les athlètes, je vois comment l'Institut de la Côte prend les siens. C'est dans les universitaires que vous cherchez, des étudiants, pardon, que vous cherchez quelques gars que vous pouvez prendre pour faire une équipe. Alors, vous avez maintenant amené au jeu 10 athlètes. Monsieur, 10 athlètes dames en athlétisme. Hein. Vous avez 10 monsieur, 10 dames que vous devez amener. Tant qu'on n'est pas le quota, vous pouvez prendre, comment on appelle vulgairement chez nous, le ndolé. Il ne va pas pour le résultat, il va juste pour compléter les listes. Maintenant, chacun sait en partant qu'il amène quand même quelqu'un qui a un certain niveau. C'est-à-dire s'il est entré en première année, nous on l'a vu comment? On l'a vu quand il faisait par exemple la FENASCO. La FENASCO, on l'a pris et on commence à travailler avec lui pour que, avant qu'il ne soit en 3e année licence, qu'il puisse quand même avoir le niveau. Bon, maintenant, je crois qu'on ne parlait pas encore des performances. En parlant des infrastructures. Donc, du coup, je ne peux pas dire que les jeux étaient au rabais, vu les, enfin, en termes de performances. C'est plus l'organisation. Plus l'organisation de manière générale. Et je dis encore que, à ce niveau, c'est peut-être, bon, je dis même, c'est même pas la FENASCO qui a un problème. Je pense franchement que c'est l'Université de Maroc qui avait un énorme problème, parce que je dis bien que arrivé à Marois le 30 du mois d'avant, le 30 avril, oui. Le DTM Michel Nkolo leur a montré, il a mis le directeur technique national de la Fédération camerounaise d'athlétisme a montré exactement les repères, où est-ce qu'il fallait mettre
Enfin, on a fait des repérages, on a fait des trucs. Et maintenant, quand les gars ils sont passés avec leur engin, ils ont exactement fait le contraire de ce qu'on voulait. Vous leur demandez de faire une fosse à 5 mètres et une dame vient me dire que non, elle a entendu qu'on met la fosse à 1,5 m, pardon, elle a entendu, je crois, 5 cm. Je dis, mais madame, moi je pense que vous avez un problème ici. Travaillez avec des techniciens sportifs. Mais j'ai l'impression que vous travaillez plus avec des gens, des engins, voilà. Voilà, malheureusement. Alors, Carole, vous qui êtes dans la communication sportive, vous vivez un tel événement, on vous dit des Jeux universitaires, 21 ans après, on a reculé en termes d'organisation. Je pense qu'il y a un problème entre le MINESEC et l'université de Maroua. Il y a un problème de cohésion parce que le MINESUP, autant pour moi, je pense que pour un événement qui aujourd'hui est à sa 21e édition, il y a de tels problèmes qu'on ne devait plus noter. On serait aujourd'hui en train de projeter vers la 22e édition des Jeux universitaires. Si faille qu'aujourd'hui on organise un événement et que les athlètes se sentent peut-être mal ou bien n'arrivent pas à donner de belles performances, d'ailleurs qu'ils ont bravé de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, il y a un problème de fond, un problème d'organisation. Je pense que les uns projettent beaucoup plus leurs intérêts personnels aux intérêts de ces athlètes-là. Voilà, malheureusement. Alors, on va jeter un œil au tableau des médailles avec, donc, comme on l'a dit, l'Institut national de la jeunesse et des sports qui a terminé en tête du classement, une Institut national de la jeunesse et des sports qui a pris la revanche sur elle-même, puisqu'il faut rappeler que lors de la précédente édition, l'INJS avait été coiffé au poteau par l'université de Douala qui termine cette édition en 3e position avec tout simplement 9 métaux en or pour l'université de Douala. Belle performance aussi de l'IUG qui avait avec ses 8 métaux en or. C'est d'ailleurs la première institution privée voilà, au classement. L'université de Yaoundé 2, habituée à tutoyer le sommet du classement, termine en 5e position. L'université de Yaoundé 1 est 2e. Donc voilà le tableau pour les 5 premiers. Et on rappelle qu'au bas du tableau, eh bien, il y a 2 universités qui s'en sortent sans médaille. L'université catholique d'Afrique centrale, 0 métaux en or, 0 médaille en argent, 0 médaille en bronze, tout comme l'université des montagnes du côté de Banganté, 0 médaille d'or, 0 médaille d'argent, 0 médaille de bronze. C'est dire que même les universités, les universités tchadiennes, voilà, venues participer à la compétition, ont fait mieux que ces universités camerounaises. Alors, parlons de performance et notamment d'athlétisme. On évoquait déjà sur ce plateau Yves Désiré Kouala les Jeux FENASCO pour constater qu'il y avait absence de traçabilité et pour constater qu'il y avait souvent de très belles performances, malheureusement, qu'on ne retrouvait plus dans le temps. Alors, en termes de performance, déjà, quelle est l'appréciation que vous faites en athlétisme de ce que les uns et les autres ont pu faire? Alors, je veux dire que les institutions, les universités telles que l'INJS, l'université de Yaoundé 1 ou celle de Douala, ont pensé, à mon humble avis, mieux que toutes les intelligences sportives du Cameroun. En ce sens que, vous voyez le nombre de médailles comme par exemple l'INJS. Vous allez vous rendre compte que sur les 15 médailles obtenues, l'INJS en a gagné 11 en athlétisme. Alors, juste pour dire que les sports individuels, en fait, permettent à ces 3 institutions, il y a des 2, je pense déjà qu'il y a eu les arènes des Jeux avec 4 médailles d'or. Vous imaginez que vous avez 11 médailles d'or, si une seule en a 4. Après, vous prenez le judo 2, au-delà en tennis par exemple, vous voyez, c'est-à-dire que c'est le sport individuel qui rapporte le plus de grand nombre de médailles, parce que celle de basketball à Yaoundé 1, à Yaoundé 2, c'est une seule médaille. Maintenant, pour revenir sur le terme des performances, il faut dire qu'on se retrouve aujourd'hui, Clément évoquait tout à l'heure, il a dit, quand on est universitaire, on a tendance à s'attendre à avoir la crème de l'athlétisme. Mais je vous dis que quand vous avez une fille telle que Belle Bonog de Yaoundé 1, qui a gagné le 100 mètres, le 200 mètres, le relais 4x100, relais 4x4, 4 médailles d'or, ou alors vous avez le jeune Emmanuel Issemeke à l'Institut national des travaux publics. Ces 2 athlètes qui sont, vous me direz, internationaux, je veux bien, mais les performances qu'ils y ont réalisées, c'est des choses qui augurent les lendemains meilleurs. Maintenant, leurs entraîneurs ont dit, vous savez, pour mon gars, courir en 21 secondes 1. Je suis sûr parce que c'est vous qui avez mesuré, mais je le voyais en
je veux dire quoi, actuellement, nous sommes au mois de mai, j'aurais préféré qu'il fasse mieux que ça. Et sa consolation, c'était la piste. Donc, en fait, les entraîneurs, à un niveau, c'est pas la performance qui les intéresse, mais à moi, ils se sont dit, aujourd'hui, où on est à quel niveau? On se dit, va, sois premier. Ne te blesse pas, on rentre. Ça baisse un peu le niveau de la compétition. Mais je le dis de manière générale, quand on a vu les résultats obtenus, on était assez heureux. Maintenant, vous avez cité les universités telles que celle des montagnes, qui est venue avec un athlète, par exemple, je dis quelques universités, hein, pas pour indiquer une seule, quelqu'un qui vient lancer le disque. Quand on crie son résultat, on dit 12 mètres, on s'est demandé, excusez-moi, c'est le poids. Parce que c'est impensable, en fait, c'est impensable. Maintenant, chacun sait pourquoi il est venu. Est-ce qu'il est venu apprendre? Est-ce qu'il est venu vraiment performer? Est-ce qu'il attend un résultat? C'est le meilleur de sa université en la matière. Non, bah donc, en fait, maintenant, moi, je ne peux pas dire que je suis pas content d'un résultat d'un athlète, mais je dis, bon, moi, je dis, grosso modo, hein, je vais dire que les résultats obtenus, il peut faire mieux, mais les résultats obtenus, quand même, nous ont fait savoir qu'il y avait compétition, il y avait adversité. J'ai eu la chance également de voir la finale de handball hier, juste avant de rentrer, où j'avais l'impression de vivre un match d'élite. C'était sérieux, ça jouait vraiment sérieux. J'ai vu le match je crois, le quart de finale de l'université de Douala, qu'ils ont malheureusement perdu, avec un entraîneur de renom. Et du coup, j'ai dit, donc c'est sérieux, donc ça jouait vraiment sérieux. Maintenant, les infrastructures, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas toujours accompagné. Non pas accompagné, fallait pas non plus, parce que ça a forcément une influence sur les résultats. Allez, malheureusement, on va sortir de ce sujet sur les Jeux universitaires pour regarder à nouveau ces images de volleyeuses camerounaises qui avaient donc fait honneur au Cameroun en remportant le championnat d'Afrique des nations de volleyball du côté de Yaoundé. Belle performance donc de ces volleyeuses qui, depuis, malheureusement, attendaient de pouvoir être reçues par le chef de l'État comme la plupart des champions d'Afrique, mais malheureusement, jusqu'à nos jours, ce n'est pas le cas et l'annonce a été faite aujourd'hui. Elles seront reçues par le Premier ministre chef du gouvernement le 15 mai prochain. C'est un bon lot de consolation, Vassilio Cécile. Bon, disons que vu le calendrier qu'a cette équipe championne d'Afrique de volley, avec des matchs à venir, des compétitions à venir, je pense aussi que ce geste-là, c'est pour les booster davantage, c'est pour les encourager. Bon, peut-être au moment où elles ont gagné, leur souhait, d'ailleurs, ça va faire l'objet d'un débat ici, était que comme les autres disciplines, comme les autres athlètes, qu'elles puissent être reçues le plus tôt. Ben voilà, aujourd'hui on peut simplement croiser les mains, saliver, dire que pour une fois, peut-être on les a écoutés, ou ce qui leur avait été pour nous est finalement mis en exécution. Mais je pense que en termes de communication, en termes de motivation, il n'est jamais trop tard. Vu le calendrier qu'elles ont, être reçues en ce moment, pour être félicitées, ça ne peut que augurer les lendemains meilleurs, ça ne peut que les encourager davantage à pouvoir travailler. Clément Zeko. Bon, je dis, la réception des sportifs par le chef de l'État n'est pas institutionnalisée. Donc, ne pas le faire dépend du bon vouloir et de la disponibilité du calendrier du chef de l'État en ce moment-là. Je ne me trouve pas en train de voir qu'il y a une certaine frustration, mais simplement dans l'éthique, dans l'optique de les pousser à l'émulation toujours continue, de faire officiellement recevoir ces athlètes-là par le Premier ministre. Je pense que ça veut dire que l'État a pris conscience, le gouvernement a pris conscience de ce qu'il fallait réparer, ce préjudice à la limite morale qu'on aurait fait à ces filles-là. Maintenant, je crois qu'il va falloir pour elles se consacrer à l'essentiel qui consiste à se préparer pour les échéances à venir et en espérant qu'elles auront l'occasion de forcer la main. Parce que là, on parlera de forcer la main au chef de l'État pour être reçu une fois si elle parvenait à
passer à l'étape supérieure dans la réalisation de leur performance. Voilà qui est dit. Parlons de football à présent pour évoquer donc cette trêve qui va prendre fin dès dimanche prochain avec la reprise du championnat Ligue 1, la 18e journée qui est programmée. Mais durant cette trêve, il faut dire que de nombreuses équipes ne se sont pas tournées les pouces du côté du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Il a été organisé ce mini-tournoi qui a permis donc à ces footballeurs qui n'ont pas réussi à trouver des clubs à l'entame de la saison, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir démontrer les qualités de leurs talents afin donc de taper dans l'œil des recruteurs autour d'eux pendant ces quelques jours. Il faut dire qu'il y avait des présidents de clubs, il y avait des entraîneurs et des recruteurs pour dénicher les oiseaux rares. Question donc de faire signer ces derniers afin de renforcer les équipes dans la perspective de la deuxième partie du championnat Ligue 1 et même du championnat Ligue 2, deuxième partie de Ligue 1, dont le coup d'envoi sera donné dimanche prochain avec les rencontres qui sont programmées pour le compte de la 18e journée. Je vous propose d'écouter l'un des responsables du syndicat national des footballeurs du Cameroun et même des joueurs qui parlent de cette initiative, qui l'apprécient et qui espèrent pour certains rebondir dans leur carrière à travers cette initiative. En tant que footballeur et déjà membre du syndicat, je pense que ça a été une bonne initiative pour le syndicat des footballeurs de faire cette organisation. Cette organisation qui permet aux joueurs sans club ou qui n'ont pas pu démarrer le championnat avec d'autres clubs d'intégrer un club en cette phase de mercato. Depuis 3 jours que nous sommes là, tout s'est passé dans de bonnes conditions, dans le calme, même s'il y a eu quelques petites défaillances. Il est bien vrai que nous sommes ici avec nos parents, nos supérieurs, ils ont eu l'idée de ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Nous espérons que la prochaine fois, ça puisse s'améliorer encore plus, que le message puisse peut-être bien circuler dans les quartiers, un peu de partout pour pouvoir rassembler encore plus de jeunes qui n'ont pas de clubs, qui rêvent de jouer au ballon, qui rêvent de jouer au foot. Les 33 meilleurs qui se sont dégagés au cours de ce tournoi iront à Melon pour jouer 2 matchs tests parce que Stade Arena a émis le souhait de voir les meilleurs pour pouvoir se renforcer en vue de la phase retour du championnat. On vous fera le bilan, le moment venu, de qui a trouvé le club, combien sont-ils et où jouent-ils. Ça ne s'arrêtera pas là parce que le SINAFOC va encadrer ses joueurs, assister au moment de la signature des contrats et puis les aider à gérer leur carrière pendant la durée de ce contrat. Voilà donc pour cette initiative. Carole, appréciation. Quelle appréciation est-ce que vous en faites? Pardon, par rapport... Oui, l'appréciation par rapport à cette initiative. L'initiative pour le sport de football, je dirais que... Permettre à ceux-là qui n'ont pas trouvé de club à l'entame de la saison de se retrouver à l'intersaison, taper dans l'œil des recruteurs de cette façon. C'est simplement de continuer à travailler et de ne pas baisser les bras. Il ne faut pas se dire que si on n'a pas été recruté pour cette fois, c'est la fin. Ou alors ne pas respecter d'autres rendez-vous d'entraînement avec les différents clubs. Moi, je pense que quand on n'est pas recruté pour une fois, ce n'est pas la fin de la vie. Il faut se mettre au travail davantage. Certainement, si on n'a pas été recruté, ça veut dire qu'on n'a pas été à la hauteur des attentes de tous ces managers, de toutes ces personnes qui sont là pour la sélection. Voilà. Alors, Clément Zeko, c'est vrai que ce n'est pas l'apanage uniquement du Cameroun. Sous d'autres cieux, on voit les choses se passer de la sorte. Oui, j'ai pris du plaisir à y aller. Je voulais voir de mes propres yeux et estimer ce qui se passait. J'apprécie très humblement ce que l'initiative du SINAFOC d'ouvrir le mercato de cette manière-là pour donner la possibilité aux footballeurs de vendre leur talent. Mais simplement, je peux suggérer que si ce mercato s'était tenu 2 semaines avant la fin de la phase aller, les équipes les plus intéressées auraient pris attache avec les joueurs et pendant la trêve auraient donné la possibilité à ces joueurs d'intégrer le groupe et de pouvoir travailler. À telle enseigne qu'une fois enrôlés, on pouvait jouir de leur qualité. Donc, sur le temps, par rapport à la préparation et à l'adaptation, et même sur la faisabilité, parce qu'il faudra faire les licences,
il y aura un retard à l'allumage simplement parce que le crédit temps va être de moindre calibre. Et de deux, je pense que ce mercato intéresse essentiellement les clubs. Ce sont les clubs qui sont en situation de besoin des joueurs. Et si un bon marketing est fait autour de ce mercato, à l'entame de la saison, pendant la saison, au moment où le mercato va se tenir, les clubs viendraient. Moi, je me serais attendu à voir tout autour du stade, plutôt les recruteurs, les comités de recrutement de différents clubs, parce que quand les clubs viennent, ces clubs-là viennent avec déjà des besoins bien exprimés. Quand un club a besoin d'un latéral, par exemple, et qu'il vient au mercato, il regarde les latéraux. Or, vous allez avoir le regard tous sur les avant-centres, sur les milieux qui font des touches extraordinaires. Or, il y a une équipe qui n'a pas un latéral, qui a un besoin de latéral. Or, il y a un latéral qui va taper à l'œil. Ça fait en sorte que ce sont les équipes qui, à la fin, vont faire le bilan parce que c'est elles qui ont recruté les joueurs qu'elles pourront enrôler. Or, la formule qui consiste à faire ce tournoi pour dégager les meilleurs et aller vers les autres, oui, c'est une formule. Mais à mon sens, je trouve que il y a une certaine lourdeur. Dans les années à venir, il va falloir qu'à l'entame de la saison, que le SINAFOC, qui fait très bien de créer ce mercato, fasse déjà une communication auprès des clubs pour mettre le mercato en perspective. Et pendant la saison, même à mi-parcours de la phase aller, qu'on commence à dire, attention, les équipes, vous qui avez des soucis, il y a un mercato qui arrive, dans 2 semaines, on aura ce mercato. Et lorsqu'il est tenu, je pense que ce mercato, ce marché-là, va pourvoir aux besoins qui se posent aux différents clubs. Allez, parlons à présent, justement, par rapport à ce mercato, d'une équipe qui a grand besoin de souffle nouveau, c'est l'Aigle Royal de la Ménois. Et d'ailleurs, ce jour, du côté du stade Sénagès de Tchang, ce vendredi, il faut dire qu'il y a eu la présentation des nouveaux joueurs de l'Aigle Royal de la Ménois, 8 au total, qui ont donc été présentés au public de ce côté-là. Mais avant cette présentation, on note que l'Aigle Royal de la Ménois a mis sur pied en début de semaine un nouveau bureau présidé par Ghislain Kelifak. Suivons ce reportage de Jean-Paul Chuniat. Dans le tourbillon qui a secoué le nid de l'Aigle Royal de la Ménois, Samuel Dormo a été éjecté de son fauteuil de président de conseil d'administration pour céder place à son premier vice et challenger à ce poste en début de saison. Sur décision de ce conseil, Ghislain Victor Kinglifak est désormais le nouveau capitaine à bord d'un bateau qui a pris beaucoup d'eau durant la phase aller de la Ligue 1. C'est un défi, je le prends bras ouverts, sans prétention d'être le Robinson de Bois, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec la ferme conviction que l'envie et la détermination de bien faire m'animent. Au regard des performances exécrables de l'oiseau de la Ménois, d'aucuns y voient un cadeau empoisonné offert au nouveau PCA. Cadeau empoisonné, je dis non. J'ai pris simplement mes responsabilités. Je me suis dit, nous sommes en face d'une situation difficile. Et je n'ai jamais rien eu facilement dans ma vie. Ça a toujours été difficile. Donc ça ne m'effraie pas. Dans ses nouvelles fonctions, Ghislain Victor Kinglifak prévoit faire tout son possible pour sauver l'oiseau de la Ménois plongé au fond du tableau. Nous avons encore foi, nous savons que c'est possible. Notre coach ici, un grand technicien qu'il est, nous a fait donner l'aspect technique de ce qu'il faut pour qu'on arrive à faire ce que d'aucuns peuvent appeler miracle aujourd'hui, mais que j'appellerais un challenge sportif. Sur la formule magique en cours pour maintenir l'équipe, la solution de recrutement de nouveaux joueurs n'est pas à envisager. Aucun club ne peut laisser un bon joueur partir maintenant. Donc ceux qui viennent, soit c'est des gens qui rentrent d'une aventure à l'extérieur qui n'a pas marché, soit qui reviennent de retour de blessure, ou alors qui n'ont pas eu assez de temps de jeu dans leur club respectif. Et s'ils n'ont donc pas de temps de jeu, il faut donc s'interroger pourquoi ils n'ont pas eu de temps de jeu. Forcément, ceux qui jouent sont meilleurs qu'eux. Le grand coup de balai a donc emporté Samuel Dormo et la majorité de son bureau, à l'exception du lion indomptable Léandre Tawamba, vice-président, et les 2 secrétaires généraux. La nouvelle équipe parviendra-t-elle à faire maintenir l'oiseau en Ligue 1? Là est tout le grand défi.
Et quel est le plan de sauvetage que compte mettre en place Ghislain Kenlifak, le nouveau président du conseil d'administration de l'Aigle Royal de la Ménois? Il s'est exprimé sur le sujet aussi au micro de Jean-Paul Chuniat. Les points qui ont permis au conseil de prendre des décisions comme celles que nous avons écoutées hier. Ici, il y avait une gestion qui était un peu unilatérale. Et ça nous a posé problème. Et je vais simplement dire que désormais, les choses ne vont plus se passer comme avant. Et pour gérer l'urgence que nous avons, l'urgence qui est la lutte pour le maintien, et parce que ça devrait concerner tout le monde, et au vu des comportements que nous avons eus avec l'ancien bureau qui était plus ou moins moribond et qui était, je veux dire, presque unipersonnel, on s'est dit qu'il fallait, en plus d'un bureau exécutif, créer des commissions. Parce que quand vous avez un malade qui est à l'hôpital, la jambe fracturée qui saigne, il faut trouver le moyen de la fissurer, hein, il faut trouver le moyen d'immobiliser, etc. Et après ça, vous commencez à vous poser la question de savoir comment est-ce que le malade se met debout pour marcher. Donc ces commissions vont jouer un peu ce rôle-là. Donc pour les plans de sauvetage que compte mettre en place Ghislain Kenlifak de l'Aigle Royal de la Ménois, qui a gardé donc son entraîneur Biroui Minkreo, qui devra trouver la solution pour la remontada. Voilà, c'est l'expression consacrée actuellement du côté de Tchang, faire sauver l'Aigle Royal de la Ménois. 10 petits points après 17 journées. Dernière équipe au classement. Ce sera pour certains un véritable miracle. Vassilou Sessemé. Miracle au départ, je pense que les dés ne sont pas encore pipés. Ça, c'est encore jouable. Et il faut le reconnaître. C'est-à-dire que si l'Aigle connaît un bon début de phase de retour, avec 3 victoires d'affilée, ils peuvent rapidement se sortir, n'est-ce pas, de cette mauvaise position. Maintenant, est-ce que le calendrier pourra être en leur faveur? C'est là. Il faut préciser justement par rapport à cela que pour son premier match, l'Aigle affronte Bamboutos de Bouddha. Effectivement, c'est pour ça que j'emballe le cas pour aller du côté du calendrier, pour dire que vouloir réaliser cette performance, c'est bien beau. Maintenant, il faut voir qui est-ce qu'on est en face. Est-ce que c'est les clubs qui sont dans le ventre mou? Est-ce que c'est les clubs du haut du tableau? Ou c'est le club aussi qui se battent pour sortir de la mauvaise zone? De toutes les façons, ce sera difficile parce que déjà l'Aigle va entamer le premier match contre Bamboutos. Bamboutos qui est dans le ventre mou du classement au 8e, qui en ce moment aussi cherche véritablement à jouer le haut parce que ses ambitions en début de saison, c'était de jouer le titre. Donc ça sera véritablement difficile. Ben, on continue à croire que le football, c'est le seul sport où vous n'avez pas gagné avant le match, même si au niveau des rapports de force, au niveau de la qualité des joueurs, au niveau des ossatures, Bamboutos peut aller favori, mais on dit c'est au terme de 90 minutes. Maintenant, il est question d'enchaîner 90 minutes 17 fois et pour faire le décompte à la fin. À la fin, peut-être un mot dessus. Yves Désiré Kwala, certains établissent un parallèle avec l'équipe de Lyon blessée de Foutoni la saison dernière qui, au terme de la phase allée, après 17 journées, était dernière équipe avec 10 petits points, comme l'Aigle Royal de la Ménois, et qui se trouve aujourd'hui en Ligue 2. Bon, est-ce que c'est un parallèle qui peut être établi? On y croit dur comme fer du côté de Tchang. Il faut dire que rarement on aura vu une équipe des populations, des supporters, des responsables autant engagés pour l'opération sauvetage. Non, je pense pour le cas de Aigle de la Ménois, je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles la phase allée a été aussi compliquée pour cette équipe. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faudrait peut-être comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on perd des matchs. Vous savez, les joueurs peuvent être démotivés. On peut déjà ne pas avoir le niveau. Tout le monde est meilleur que nous. Ensuite, on peut démotiver pour des raisons. J'aime pas l'entraîneur, si, ou j'aime pas le président, parce que je connais des clubs, je ne citerai personne. J'essaie, j'écoute au moins. Vous avez des clubs qui n'ont jamais fini une saison avec un minimum de 3 entraîneurs. On a envie, dès qu'on vit les entraîneurs tous les jours, on devient président, le président est confondu à l'entraîneur, ainsi de suite. Donc tout ça peut faire en sorte qu'on perde des matchs. Donc maintenant, si l'Aigle Ménois estime avoir fait le nettoyage en ayant un nouveau président,
c'est M. Nguilefak. Kenlifak, pardon. Qui arrive aujourd'hui. Il y a eu Mercato même à la présidence de l'Aigle. De l'Aigle, voilà. Donc, il n'y a pas que les coachs aujourd'hui qui en souffrent. Donc voilà, non, je veux dire que si aujourd'hui, on a un président, je ne sais pas si eux aussi vont signer les contrats, je ne sais pas encore. Non, s'il y a un président peut-être qui est, je veux dire, plus proche des joueurs, que les joueurs aiment bien, ne fût-ce que par le langage, par des motivations, par des moyens d'émulation. Vous appelez en sport le discours. Le discours. Peut-être que le discours peut faire en sorte que les joueurs soient plus motivés. Aujourd'hui, un président peut ramener du monde pour soutenir l'équipe et ça peut être l'une des raisons pour lesquelles le club va évoluer. Aujourd'hui, ils ont 10 points. Ils sont à 26 points du premier. À 26 points du premier, le championnat, il est bien quand il est à 3 points parce que c'est vrai, Vassilou parlait tout à l'heure de 3 fois 17. 10 victoires font 30 points. Font 30 points. Donc, ils montent au maximum. Mais bon, maintenant, ils vont ne pas être successifs. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ne vont pas battre Bamboutos de Mouda parce qu'ils sont 8e et eux 17e. Non, donc je dis honnêtement, c'est le foot, la balle est ronde, on peut venir, c'est la première journée, on dit si vous baillez Bamboutos, là, on vous donne ceci. Et c'est un défi de région. Il faut dire par rapport à ça aussi que en fin de phase aller, les primes de match étaient à 100 000 par joueur, mais les résultats ne suivaient pas. Bon, maintenant, qui leur parlait? C'est pour ça que je peux faire du discours. Allez. Non, il y a beaucoup d'éléments qui qui rentrent en compte lorsqu'on veut évoluer. Clément, peut-être rapidement un mot là-dessus, avant que nous n'évoquions le cas de Bamboutos, justement, l'adversaire de l'Aigle Royal de la Benoît ce dimanche. Oui, l'Aigle fait bien déjà de rêver à la remontada, parce que le tout commence par le rêve. Mais maintenant, quand on a fini de rêver, il faut se lever pour réaliser son rêve. Il se trouve que l'Aigle a marqué 8 buts et en a encaissé 21. Non. Et quand on divise 21 par 17, ça fait plus de 1. Donc, mathématiquement, on peut dire que l'Aigle encaisse à toutes les journées. L'Aigle n'a marqué que 8 buts. Ça veut dire moins de 17. Ça veut dire qu'à toutes les rencontres, l'Aigle ne marque pas. Maintenant, comment fera-t-on pour renverser la tendance? Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut pouvoir renverser la tendance et passer de 2 victoires qu'on a eues à la phase aller à plus de 2 victoires, peut-être pourquoi pas même autour de 7, et faire un peu plus que moins de 6 défaites comme ça a été le cas et réaliser un peu moins de 11 nuls. Ça veut dire que techniquement, les chiffres ne sont pas en la faveur de Aigle. Mais c'est le football. Il suffit de savoir bien se motiver, de tenir un autre discours et qu'à l'entame de la saison, de la deuxième phase qui va commencer là, que l'Aigle pose des gestes justes. Et poser les gestes justes, c'est que tout le monde soit solidaire de la cause. La cause, c'est que l'Aigle doit se sortir de cette impasse en conjuguant les efforts. On est déjà content de comprendre qu'on a un nouvel exécutif. Mais maintenant, est-ce que ceux qui partent, ceux qui sont partis là, ne charrient pas une certaine rancœur? Est-ce que tous ceux qui sont restés ont la même ferveur autour de cet espoir? Je suis content d'entendre qu'il y a 8 nouveaux joueurs qui sont venus. Nous osons croire que ces 8 nouveaux joueurs apporteront quelque chose en plus. Parce que le danger, c'est que en misant beaucoup plus sur ceux qui arrivent, ceux qui étaient déjà là avant vont dire, ok, vous avez trouvé vos meilleurs joueurs, allez avec eux. Qu'ils jouent mieux que nous. Et non, il ne faut pas que quelqu'un croie que sortir de l'Aigle de l'impasse dépend de lui. Non, sortir l'Aigle de cette situation dépend de tout le monde. Les joueurs sur le terrain, l'entraîneur en pensant bien, et il pose bien ses équations, je le salue en passant Biroué, il pose bien les équations, et peut-être en bien posant les équations, il va trouver les réponses. Maintenant, les joueurs doivent pouvoir traduire les réponses aux équations qu'il a posées par les gestes sur le terrain. Et c'est là où on doit inviter les joueurs à se rendre disponibles à l'activité pour pouvoir donner l'occasion de traduire les réponses en réalité. Et de cela, si l'Aigle, comme disait Vassilous, enchaîne 2, 3, 4 victoires, je pense que cet enthousiasme, et encore que l'Aigle a une assise populaire suffisamment élargie pour pouvoir être un élément motivateur. Donc il faut que d'entame, l'Aigle te donne la possibilité, d'objectif, d'enchaîner au moins 2 victoires. Et si c'est fait,
J'espère que... Allez, ce sera un bon début. Ce sera justement déjà face à Bamboutos de Bouddha. L'Aigle Royal de la Ménois va tenter l'exploit de battre cette équipe de Bamboutos. Bamboutos qui, durant cette intersaison, plutôt cette trêve, autant pour moi, pas l'intersaison, Bamboutos qui, durant cette trêve, a travaillé du côté de Douala au stade Terkokam avec quelques matchs amicaux. On a des résultats 4-0. Victoire de Bamboutos de Bouddha sur Titanic d'Edeya. Et ce match 0 but partout avec New Star de Douala. Bamboutos de Bouddha, voilà, qui ne s'est pas rongé, qui ne s'est pas tourné les pouces pendant cette trêve de la saison et qui va donc gonfler à bloc. Puisque du côté de Bamboutos de Bouddha, on dit l'objectif c'est de terminer champion malgré la 8e place actuelle. Allez, je vais vous proposer d'écouter quelques supporters de cette formation de Bamboutos de Bouddha. Là-bas, on parle de l'équipe aux milliards de supporters. On se permet donc d'écouter quelques-uns d'entre eux. Ils sont au micro de Raoul Taboufoui. Nous sommes sereins parce que nous sommes aux entraînements tous les jours à Terkokam. Nous voyons les entraînements et nous savons que n'importe comment notre équipe doit faire beaucoup de choses et on doit aller taper Aigle parce que nous recevons Aigle et nous allons le taper. Je passe par là pour dire aussi à mes nombreux supporters, les milliards de supporters, l'enfant unique a besoin d'eux parce que samedi soir nous avons la veille jusqu'au matin avant d'aller taper Aigle. Vous voyez, on n'a jamais baissé les bras par rapport à supporter notre équipe. Même si c'est dans l'eau ou dans le vent, nous sommes derrière elle. Et chaque spectateur est discipliné. Toujours aux côtés de l'équipe et surtout, nous évitons les problèmes. C'est-à-dire les gens qui mettent les côtés de ceci et cela avant que l'équipe joue, non. Et surtout par rapport à moi, je n'ai jamais pronostiqué pour un match que Bamboutos joue. C'est une équipe bien préparée pour affronter la phase de retour. Parce que là, nous sommes au stade pour les séances d'entraînement. On vient de finir un match amical et l'équipe est prête pour reprendre avec la phase de retour. Nous sommes convaincus que cette fois-ci, c'est la meilleure avec tout le travail qui est abattu au quotidien. Nous sommes convaincus que Bamboutos, avant la fin de la saison, finira par donner ce que le public a tant réclamé, à savoir un titre. Allez, si on rêve de titre du côté de Bamboutos de Bouddha, ça commence par l'Aigle Royal de la Ménois. Durant cette rêve, Union de Douala, tout aussi, s'est préparée comme elle a pu. Donnons la parole à quelques-uns des supporters de l'équipe des Nassara Gamakai qui, eux aussi, parlent de la reprise de leur formation, des rencontres que devront jouer cette équipe et d'un choc qui est très attendu dimanche prochain. Ce sera face à Stade Renard de Melon. Et on rappelle que lors de la manche allée, Stade Renard avait eu le culot de s'imposer 4-1. C'est comme ça qu'on pense côté Union de Douala. Écoutons ses supporters. Je comptais finir la phase allée avec la 3e place, mais malheureusement, avec beaucoup de matchs, j'ai pris la 5e place, mais je crois que je dois me venger pour reprendre mon bon positionnement entre la 1re ou la 2e place. Déjà, nous avions déjà tout mis sur pied pour la mobilisation et même les joueurs, vraiment, ils sont en bon terme. Ça veut dire que je pense qu'on va faire vraiment une très bonne phase. C'est un match assez spécial parce que déjà, nous nous rappelons bien, n'est-ce pas, des résultats de la phase allée. Et dès demain, nous allons nous mettre à pied d'œuvre pour préparer le matin, mobilisation, supporters et tout ce qu'il y a autour. Je veux profiter de l'occasion, n'est-ce pas, qui m'ont offert, n'est-ce pas, pour remercier la hiérarchie de l'Union sportive de Douala, en l'occurrence le PCA, M. Franck Api, de la confiance qu'il a bien voulu mettre à ma personne pour coordonner, n'est-ce pas, les activités des comités de soutien de l'Union sportive de Douala. Allez, voilà donc pour l'équipe de l'Union sportive de Douala qui va tenter de prendre sa revanche du stade Renard de Melon ce dimanche. Et on note qu'au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun, un certain nombre d'aménagements a été apporté pour ce qui est des stades dans lesquels les matchs pourront se jouer, les matchs de cette phase retour, avec notamment le stade annexe de Limbé ou encore du côté de Bouya où
où certains stades ont été fermés pour réhabilitation, Middle Farm, Saint-Inari et même le Moliko Omnisport Stadium, et dont certains stades ont été mis à contribution pour que ces matchs puissent se jouer à Yaoundé. On note que les stades retenus sont notamment le centre technique de la Fédération camerounaise de football à Oudja ou encore le centre d'excellence à Bankomo, et on note que le stade de la garde présidentielle est en étude pour les rencontres de Yaoundé, et le reste sont véritables changements puisque du côté de Garoua, Coton Sport joue sur son stade privé, et du côté de Bafoussam, eh bien Feutu FC, voilà, je reçois donc du côté de Kwekong. Voilà pour ces quelques aménagements au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Restons sur cette reprise de la phase retour avec cette fois-ci le portrait d'un gardien de but. C'est un gardien de but qui a fait ses armes au Cameroun, et du côté du Tchad, il revient après une expérience du côté du Tchad dans l'équipe de Fovu Club de Baham. Aladoum Kolimba est âgé de 30 ans, et il y a notre reporter Jean-Paul Chouniat et il y a bien entendu Dallas Tchana l'ont suivi pour nous. 1,80 m, contenu dans un poids de 93 kg pour une carrure imposante. Là est tout le profil physique de Aladoum Kolimba, gardien de but camerounais qui roule sa bosse depuis des années dans différents championnats étrangers. En provenance de Foula Edifice FC, club de première division du Tchad, Aladoum Kolimba vient de poser ses valises à Fovu Club de Baham. Il a déjà pris la température des réalités locales. Ça se passe comment, de l'ambiance? Oui, ça va. C'est une bonne équipe. Il y a de l'ambiance, on fait avec. Arrivé en cours de saison, Aladoum Kolimba a bonne conscience qu'il faudra bosser dur dans l'espoir de se frayer une place de titulaire dans une équipe de Fovu très compétitive depuis le coup d'envoi du championnat. Ce n'est que normal. Je suis arrivé, personne ne me connaît encore, donc il faut que je me prouve aux ententes pour que je puisse avoir la chance pour monter ma capacité. Impressionnant pour son potentiel athlétique, ses sorties spectaculaires et décisives ne laissent point indifférents les supporters de Fovu de Baham qui le voient à l'œuvre à chaque séance d'entraînement. Le poste de gardien est difficile, et surtout quand tu viens d'une équipe comme l'équipe qui marche, ce n'est pas facile de prendre ses places, mais tout chose à son temps. Joueur de grande expérience pour avoir fait ses preuves à Sahel de Barois, Coton Sport de Garoua, Nyere Haza et Onved en Hongrie, Aladoum Kolimba a été convoqué en équipe nationale senior des Lions Indomptables du Cameroun pour les éliminatoires des CAN Égypte 2006 et Ghana 2008. J'étais dans la liste de réserve, j'étais amateur. On appelait le jeune gardien camerounais, si vous vous rappelez de ce nom. À part les grands frères qui étaient là comme Carlos Kameni et les autres. Et si un parmi eux manquait la sélection ou bien occupé, on devait m'appeler pour être dans l'effectif de l'équipe. En catégorie inférieure, il côtoie Georges Constant Mandjek, Nicolas Nkouloudou-Bena et Benjamin Moukanjo, l'actuel capitaine des Lions. Je venais les épauler, mais arrivé à la semaine, c'était moi qui ai joué tous les matchs, à part le premier match contre la RCA. Sinon, les autres matchs, j'ai joué jusqu'à la finale, que j'ai même joué contre la finale avec la Guinée équatoriale, que j'ai pu, on a joué au tir au but, que j'ai pris la bite et recommencé, que si vous savez l'histoire. Comme palmarès en club et en sélection, Aladoum Kolimba est médaillé de bronze des Jeux de la francophonie à Niamey en 2005, vainqueur de la Coupe de la CEMAC en 2006 et surtout champion du Tchad, champion du Cameroun et vice-champion d'Afrique 2008 avec Coton Sport de Garoua. Voilà donc pour ce portrait de Aladoum Kolimba. Carole, vous qui faites dans la promotion, c'est vrai, beaucoup plus des vétérans, des anciennes gloires. Vous avez ce footballeur, voilà, qui a fait ses armes au Cameroun, du côté du Tchad, qui revient avec Fovu de Baham et qui est d'ailleurs l'un des artisans du bon comportement de Fovu cette saison. Quel commentaire? Je dirais que pour le cas de ce jeune gardien de but, il aura
certainement sa chance aux côtés de Fovu de Baham, étant donné que les gardiens de but au Cameroun, on le sait, les gardiens de but au Cameroun, je voulais dire, ont du potentiel et ce n'est pas évident pour les recrutements des gardiens. Donc il a beaucoup à donner, il a beaucoup de talent, ça on le voit. Et puis comme on le dit toujours dans notre pays, quand il s'agit de gardiens de but, on parle de la crème des crèmes. Donc pour moi, je pense qu'il n'est pas tard pour lui d'avoir sa chance auprès de l'équipe nationale. Hein. Lui qui a déjà été champion du Cameroun, lui qui a déjà été vainqueur de la Coupe du Cameroun plutôt, et qui a bien entendu champion du Cameroun avec Coton Sport de Garoua. Il arrive, donc, vous faites bien de le préciser, il arrive dans les rangs de Fovu de Baham, c'est l'une des recrues justement de cette intersaison. Quel peut être son apport, Clément Zeko, dans cette équipe? Il doit d'abord cravacher très dur pour pouvoir prendre la place, parce que Fovu de Baham a un gardien de très bonne classe que nous avons eu l'occasion de regarder et d'observer à plusieurs occasions et qui est très très déterminant dans le dos de ses partenaires et qui a de la présence et qui a des interventions de bonne facture. Donc ça veut dire que c'est un concurrent de taille qui arrive. Il doit être un concurrent de taille pour pouvoir être à même de gagner la confiance de ce gardien qui pour nous a déjà posé ses marques et qui n'a que besoin de dérouler son tapis. Maintenant, la forme est un équilibre instable qu'il faut toujours reconquérir pour pouvoir aller vers l'avant. Donc, ça met un peu plus de pression sur ce gardien qui est déjà en place pour qu'il comprenne que le lit, il ne doit pas encore le faire, il doit encore continuer à travailler davantage parce que derrière, il y a une véritable menace qui arrive. Et dans cet état concurrentiel de scène, dans l'esprit sain, je pense que Fovu aura à gagner. Et c'est des choses qui pourront amener Fovu à progresser. Même si ce gardien ne prend pas la place d'emblée, il va pousser l'autre à faire un peu plus d'efforts pour ne pas dormir sur ses lauriers. Voilà, vous semblez bien connaître ce footballeur, ce gardien de but, Alaldoum Kolimba, Vassilius Esseme. Ses qualités pourront parler pour lui dans cette équipe de Fovu de Baham qui aspire au titre cette saison. Oui, il faut le dire déjà. Son expérience, je voulais parler de son expérience. Effectivement, il retrouve un championnat qu'il a laissé, qui a évolué, qu'il a connu par le passé. Il faut dire qu'il a été découvert du côté de Sahel, où il a fait ses classes, ça il faut le dire. Il a été, de par, n'est-ce pas, ses prouesses passées, il est passé par les cadets, il est passé par le junior, il est même passé en convocation aussi chez les A. Donc aujourd'hui, à mon humble avis, je pense qu'il avait quitté le pays très tôt pour, n'est-ce pas, rêver d'une carrière professionnelle. Il s'est retrouvé jusqu'en Hongrie. Voilà, aujourd'hui il fait un comeback. Et le poste de gardien de but, c'est le poste où on joue le plus longtemps possible. Donc rien n'est perdu pour lui, pourquoi pas retrouver un championnat, retrouver aussi un temps de jeu. Et voilà, maintenant Clément l'a dit, ce ne sera pas de ghetto de cœur parce que il y a un titulaire qui a déjà permis à l'équipe de gagner pas mal de points. Maintenant, c'est une concurrence qui viendra et Dieu merci, il est bon pour un entraîneur d'avoir deux bons gardiens, pourquoi pas trois, simplement pour que quand l'un n'est pas là, que l'autre puisse tenir, n'est-ce pas, le poste. Et quand on sait aussi qu'il y a la Coupe du Cameroun qui va se jouer, à ce moment, peut-être on va établir une hiérarchie à Fovu, comme ça se passe souvent, pour permettre aux gardiens de travailler sereinement. Mais on dit toujours que quand un joueur arrive dans une équipe, ça a toujours été, n'est-ce pas, un plus, surtout si c'est un joueur expérimenté qui t'a lui maintenant de savoir gérer le vestiaire, de savoir donner des conseils qu'il faut à ses camarades et bien évidemment laisser l'entraîneur faire son travail. Et justement pour la reprise, l'équipe de Fovu de Baham jouera face à Coton Sport de Garoua. C'est l'un des gros chocs de cette entame de deuxième partie de championnat. Fovu qui va effectuer le déplacement donc du côté de Garoua pour y affronter la formation de Coton Sport de Garoua. Ce gardien, voilà, peut-être ne sera pas aligné Kolimba Alaldoum, mais pour Fovu de Baham, c'est un challenge important pour la course au titre. Ce match de la première journée de la phase retour contre Coton Sport de Garoua, Yves Désiré. Donc, vous savez, la première journée d'une phase aller ou d'une phase retour est toujours déterminante. En le ce temps sens, est donné.
Parce que c'est souvent, je veux dire quoi, c'est le départ qui peut être un déclic, on peut avancer ou pas. Mais maintenant, je dis, recruter un nouveau gardien alors que Fovo est troisième. Fovo est troisième. S'ils recrutent un nouveau gardien, ça veut tout simplement dire que soit ils avaient besoin d'un gardien, mais pour être troisième, s'ils n'avaient pas un bon gardien et qu'il soit troisième, c'est dire que, bon, comme tout à l'heure Clément disait, quand on fait le mercato pendant une saison, si vous recrutez un joueur, vous le prenez où? Au quartier, ou alors vous le prenez dans un club d'ailleurs. Donc s'il arrive aujourd'hui qu'on le prenne, c'est qu'il est dans le besoin, ou alors, comme m'a dit Vassil tout à l'heure, il vient un jeu d'expérience et là aussi pour faire, il peut servir au vestiaire. Oui. Bon, mais tel qu'on le voit avec le CV qu'a donné brièvement Jean-Paul et puis accompagné Vassilou, je crois tout simplement qu'il peut apporter un plus à cette équipe. Maintenant, ils sont troisième, ils visent le titre, tel qu'ils ont ce type d'ambition, ils recrutent des joueurs, parmi lesquels un gardien, ça veut dire qu'ils tiennent vraiment à avoir le titre. Et ils rencontrent celui qui caracole à la tête, le premier qui est Coton Sport de Garoua. Ça veut dire tout simplement que vraiment ils veulent, s'ils gagnent en plus Coton ou même ne fût-ce qu'un nul, ça veut dire que de plus en plus on sera gonflé et prêt pour continuer la saison. On s'attend en tout cas à une phase retour très engagée, Clément Zeko qui voulait dire un mot, mais je voudrais qu'on jette un œil au classement après donc la phase aller pour constater donc cette première place de Coton Sport de Garoua avec ses 34 points de longueur de UMS de Lomé et 2 longueurs seulement de Fovo de Baham qui est son adversaire de dimanche prochain. Yon Sport Academy 4e avec 28 points, Union de Douala en embuscade tout comme Feu FC de Diko Bandjoun 27 points tous les deux, Bamboutos 8e, Unisport aussi, voilà, qui essaye de rassurer malgré l'interpellation de son président Emmanuel Lebou, Astre 9e, 22 points. Et puis au bas du tableau, on va constater dans cette dernière place de l'Aigle Royal de la Ménois. Forcément, c'est un classement qui ne fait pas plaisir aux jaunes et noirs de Tchong, mais il faudra cravacher dur pour atteindre les objectifs, l'objectif principal qui est cette expression utilisée du côté du Tchong, la remontada. Attendons de voir. Voilà donc pour le classement et on va jeter un œil à l'ensemble de l'affiche, aux affiches comptant pour la 18e journée programmée pour dimanche prochain. Coton Sport de Garoua, Fovo de Baham, Bamboutos Aigle Royal de la Ménois, Eding, Astre de Douala, Union de Douala, Stade Renard de Mélon, Colombe du Dialobor contre New Star de Douala, UMS Dragon de Yaoundé, Unisport AS Fortuna, APGS Feu FC de Diko Bandjoun et puis Yaoundé Foot contre Yon Sport Academy de Bamenda. Voilà, nous nous retrouvons certainement dans ce studio vendredi prochain pour commenter cette première journée de la phase retour. Alors, je vais me tourner vers vous, Carole Jiquet, vous qui faites donc dans la promotion des vétérans du football avec cet événement qui est annoncé Football Forever et la nuit des vétérans. De quoi s'agit-il? Oui, bien sûr, c'est une nuit qui va mettre en exergue tous les anciennes gloires du football camerounais. En l'occurrence, ceux-là qui n'ont pas eu la chance de briller devant les feux du projecteur. Je dirais que la majorité des anciennes gloires du football camerounais sont parfois délaissés à eux-mêmes. Ils ont plusieurs problèmes dont personne ne vient à leur secours. Alors nous avons pensé qu'il était temps de revenir, du moins il était temps de mettre ces personnes en avant, mais surtout de relater et de raconter les inédits, les insolites, ce qui était justement à la clé de l'histoire du football camerounais et africain à travers les différents acteurs. Quand on parle de Doumbé-Léa, ce sont des personnes qu'on n'en parle plus. On parle bien sûr des joueurs qui ont marqué l'histoire du football camerounais, par exemple des histoires comme comment il s'appelle, Massime Benjamin. On sait comment ce qui s'est passé en Coupe du Monde de 1990, mais en réalité, on ne sait pas quelles étaient les motivations de ces joueurs-là. On sait qu'à la manœuvre, il y a un vétéran, on parle de Jomo Kevin, voilà, qui porte l'idée, qui porte le projet. On parle aussi de plusieurs footballeurs internationaux, de plusieurs légendes qui arriveront au Cameroun, voilà, pour être mis en valeur, pour être célébrés pendant cette nuit consacrée donc à ces vétérans du football africain. Quelques noms de ces vétérans du football africain attendus au Cameroun. Bien sûr, on a des personnes comme Simon Siasia,
on a des personnes, El Hadji Diouf, qui a candidaté pour être entraîneur des Lions. Bien sûr, on a des personnes comme le Sud-Africain. Chabalala? Non, pas Chabalala, ça m'échappe un peu le nom. Non. C'est-à-dire ça va venir. Ben, de toutes les façons, on a Dr Koumalo, justement, qui sera de la partie, parce que ce nom, on a El Hadji, je l'ai dit tout à l'heure, on a le Marocain aussi, qui sera de la partie. Pardon? Peut-être. Non. De toutes les façons, on a tellement de stars qui seront là. Avec donc voilà, toutes ces gloires du football africain qui vont se rassembler au Cameroun autour aussi, c'est des gloires du football camerounais. Forcément, ce sera intéressant. Alors parlons à présent de la Ligue de football, la Ligue régionale ou la Ligue départementale, voilà, de football de la MIFI, qui est le championnat qui a été lancé de ce côté-là. Jean-Paul Chuniat d'Alastiana nous en parle. Les querelles de leadership liquidées à la Ligue régionale de football de l'Ouest. Les différents championnats reprennent droit de cité après d'interminables reports. À la suite donc du championnat régional lancé il y a quelques semaines, les championnats départementaux emboîtent le pas. Ici, le match d'ouverture de saison dans la Ligue de la MIFI, au stade de la chefferie Bafoussam. Un démarrage de saison tout à l'avantage de Juvénile de Bafoussam, victorieux 3-1 de la mythique équipe de Lac Baleng. On a vu les milieux de terrain qui n'étaient qu'à leur place, le milieu était vide, ce qui a fait en sorte que l'adversaire profite de l'occasion pour marquer autant de buts. On espère gagner tous nos matchs pour pouvoir être parmi les meilleurs. Libéré par ce coup d'envoi des activités de la Ligue départementale pour la MIFI, son président François Kwedem déplore la rareté des stades de qualité, un handicap à l'expression des talents. Il y a des circulaires de la fédération qui voudraient que ce championnat se joue avec des licences à main. Ce qui a été fait déjà pour les équipes qui ont joué aujourd'hui. On a 8 équipes qui sont déjà en ligne, qui au moins ont déjà des licences en ligne. Et nous attendons, puisque effectivement la tête du doigt sur le 15, on espère que d'ici à là, les autres équipes vont se mettre au pas et les choses se passent bien. Accompagnant le coup d'envoi des activités de cette ligue de football, le délégué des sports et de l'éducation physique pour la MIFI, Jean-Pierre Kémonier, émet le vœu de voir ces différents tournois aller jusqu'à leur terme. Ce match qui a opposé Lac Baleng à Juvénile, c'est très bien joué sur le plan physique, tactique, et on a vu quelques vérités techniques. Cela augure certainement un bon championnat, le football de la Ligue départementale de la MIFI. Toujours pour ce lancement des activités de la Ligue de football de la MIFI, les corpos et vétérans sont à l'affiche, avec à la clé un match nul de 2 buts partout entre les vétérans de la chefferie et leurs homologues du stade municipal Bamenzi. C'était notre premier match et on a voulu faire jouer tous les membres. C'est pourquoi ça a été difficile chez nous. Mais le match nul, nous sommes quand même satisfaits. On a joué les coups de match parce qu'on a trop raté les buts. On a trop raté les buts. Si on voulait seulement marquer, on pouvait marquer 20 buts à cette équipe. Et le prochain match? Non, nous sommes confiants, nous allons gagner. Bien avant ces 2 rencontres officielles de la journée, le championnat jeune a offert en levée des rideaux un match de gala. Victoire sans enjeu de 6-0 de Sims de Bafoussam sur Capé Foot. Cette année, Sims a toujours son même ambition avec les jeunes. Même si certains prétendent dire que nous avons fait tout le recrutement de la région. Mais là, c'est juste pour la visibilité des jeunes. De les soumettre à un travail dans les conditions d'élite et en plus les positionner dans les différents clubs. En dépit des tiraillements inutiles des dirigeants du foot, associés à la précarité et le manque de ressources dans lesquelles baignent les joueurs, encadreurs et présidents de clubs, la saison 2018 est enfin lancée à la Ligue départementale de football de la MIFI. Allez, voilà donc, et dans cette ligue départementale, on parle déjà d'élections, puisque les textes envoyés au niveau de la FIFA ont été renvoyés donc au niveau du Cameroun, ouvrant la voie à la perspective donc de prochaines élections à la Fédération camerounaise de football. Et par rapport à cela, ça s'anime, ça bouge à la ligue départementale de football de la MIFI. Jean-Paul Chuniat a rencontré justement l'un des postulants de ce côté-là. Je l'ai dit déjà de façon officielle que je suis candidat aux prochaines élections à la Ligue régionale. Non, j'attends tout simplement que les choses se mettent en place pour que je déroule ma feuille de route
qui pratiquement est déjà prête. Ils sont très nombreux, n'est-ce pas, qui ont bien voulu que je me présente. Tout simplement parce que je suis celui-là qui connaît vraiment bien le football à l'Ouest. Donc devant vous, je réitère que je suis candidat à ce poste dans la Ligue régionale. Et j'ai une feuille de route que je vais dévoiler également le moment venu. Et je suis certain que beaucoup vont se retrouver là-dedans. Cette actualité, jetons un œil avec Nana Paul Sabin sur quelques éléments contenus dans ce texte qui gouverneront les élections à la Fédération camerounaise de football et dans ses démembrements décentralisés. C'est dans ce reportage que signe Nana Paul Sabin. Un vent de changement souffle sur la Fédération camerounaise de football. Le comité de normalisation présidé par Dieudonné Hapi a décidé de tordre le cou à certaines pratiques qui ont valu une très mauvaise réputation à la FECAFOOT. Souvenez-vous que le reproche que faisaient certains opposants à Iya Mohamed, alors président de la Fédération camerounaise de football, est qu'il était toujours entre deux avions absorbé par ses fonctions de directeur général de la Sodecoton au détriment du poste de président de la FECAFOOT, abandonné à des prévaricateurs qui, pour des intérêts personnels, ont enfoncé cette FECAFOOT dans une crise qui perdure. Dans ses missions portant sur l'assainissement et la mise sur pied d'un modèle de gestion durable du football camerounais, le comité de normalisation, avec l'assentiment de la FIFA, a mentionné à grands traits dans les nouveaux tests que désormais l'exercice du mandat de président de la FECAFOOT est incompatible avec les fonctions de parlementaire, de membre du gouvernement, de directeur général. Par exemple, tout sénateur qui nourrit l'ambition de présider aux destinées de la FECAFOOT doit d'abord démissionner de son poste de sénateur avant de postuler pour la présidence de la FECAFOOT. Selon les auteurs de ces nouveaux tests, l'intention est d'avoir un président ordonnateur de fonds plus disponible et justiciable sans grosse difficulté. Une autre innovation proposée par le comité de normalisation présidé par Dieudonné Hapi et approuvée par la FIFA porte sur le mode de scrutin. Si la prochaine Assemblée générale de la FECAFOOT l'adopte, il n'y aura plus d'élections au scrutin des listes. Désormais, les élections à la FECAFOOT et dans ces ligues décentralisées seront organisées sur le mode de scrutin uninominal à 2 tours pour tous les postes au comité exécutif, aussi bien dans les ligues décentralisées qu'au niveau fédéral. La FIFA a donc levé son veto sur les nouveaux tests de la FECAFOOT. Le comité de normalisation se dit satisfait de ce retour et entend les mettre à la disposition des membres de l'Assemblée générale pour adoption avant l'ouverture d'un nouveau processus électoral qui aboutira à l'élection d'un successeur incontesté à Iya Mohamed après la parenthèse de Joseph Ona, Tombia Roko et Dieudonné Hapi. Yves Désiré Ekwala, est-ce que pour vous, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la FECAFOOT? Non, j'estime honnêtement que c'est déjà un pas vers la résolution de tout le cinéma qu'on est en train de vivre autour d'un président de la FECAFOOT qui n'est pas reconnu, qui est illégitime, qui est enfin un comité de normalisation, on proroge leur mandat, ainsi de suite. Non, si honnêtement on peut trouver déjà, c'est ça là, qui était le problème. Le fait déjà que le président soit très peu présent au Cameroun, je crois honnêtement que c'est un début de solution. Parce qu'il est toujours important de dire que lorsqu'on veut trouver une solution, il faut déjà trouver le vrai problème. Il ne faudrait pas qu'on vous soigne d'un paluire, vous avez plutôt une grippe, ainsi de suite. Donc je dis, s'il y a déjà ce début de solution, c'est parce que monsieur y a été très peu présent au Cameroun, mais c'est déjà bien. Mais non, moi je suis également d'accord avec ce que les sénateurs, les députés, les directeurs généraux soient présidents de fédération. Parce qu'après, il vous rappelle bien entendu que je vous rappelle que vous ne parlez pas à tel, je suis officier supérieur à l'armée du Cameroun, il pose le PA sur la table pendant qu'on est en réunion, ça intimide les autres. À côté de cela, vous pouvez les attaquer parce que sur le plan civil, ils ont des protections, ils sont sénateurs, ils ont une certaine humilité, comment on appelle ça, humilité parlementaire. Immunité parlementaire. Ce qui fait en sorte que ça leur donne certains droits, ils se permettent de tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se cache tous, on est maire, on est machin, mais on est businessman, on se cache derrière le sport maintenant pour blanchir, maintenant. L'autre côté, c'est que à qui confiera-t-on nos fédérations? Si quelqu'un qui est, entre guillemets, assis financièrement, si ce n'est pas à lui qu'on confie, si on me confie à moi une fédération telle que la FECAFOOT, où j'entends qu'on brasse autant d'argent, excusez-moi, c'est pour ça que quelques jours après qu'on met
voter, je vais disparaître parce que j'aurais pris toute la caisse et je partirais. Donc l'autre côté maintenant, c'est de savoir aussi quelle est la moralité de celui à qui on confierait une fédération. C'est bien qu'on mette de côté tout cela, mais maintenant il faut éviter aussi de prendre... que le premier venu, si on le prend, après, ne vous plaignez pas non plus qu'il ait tout ramassé. Alors, Vassileus, vous êtes un acteur majeur à ce niveau-là, sur l'évocation de ces quelques aspects tirés de ces textes qui vont être soumis à l'appréciation de l'Assemblée générale. Quel est votre avis? Un avis, je crois que tout ce que les Camerounais attendent en ce moment, c'est de voir un jour ce feuilleton-là s'achever. Donc, si les textes sont là, on pourra dire ouf, enfin. Maintenant, il y a qu'il faut aller les faire adopter. Est-ce que les assemblées de ligue décentralisées vont adopter les textes, puisqu'il s'agit des assemblées généraux? Il faut attendre. Maintenant, lorsque les textes seront adoptés, je pense qu'ils seront mis à la disposition de tout un chacun et on pourra donc aller à l'intérieur, se rendre compte effectivement qu'il y a certaines améliorations ou certains changements, tels que cela a été annoncé par le président du comité de normalisation, notamment sur le mode de scrutin. S'il sera effectif que ce sera plus un scrutin de liste et que ce sera un scrutin uninominal, cela laisserait maintenant le choix aux différents candidats, parce que ce sera un scrutin uninominal à chaque poste, d'aller préparer des projets, d'entrer en campagne et tout. Bon, moi je dis, tout ce qu'il y a lieu à faire, c'est de rendre ces textes-là à la portée de tous, si jamais ils sont adoptés, définir, n'est-ce pas, le mode électoral, et puis se mettre au travail. Parce que tout ce qu'attend la fédération aujourd'hui, on va innover, d'aucuns, vous avez vu, on s'est un peu étendu sur la gestion des IA, mais tous les Camerounais sont unanimes que c'est sous la gestion des IA qu'on s'est rendu compte qu'il y a l'argent à la fédération camerounaise de football. C'est lui qui a ramené de l'argent, c'est lui qui a mis une certaine organisation, et puis du jour au lendemain, parce qu'il est directeur dans une société de la place, il n'est pas parti de la fédération du fait d'une mauvaise gérance ou des malversations, mais il est parti de la fédération parce qu'il est poursuivi avec des charges qui sont retenues contre lui dans la société. Voilà, donc Ekwala le disait ici, chaque solution qu'on va essayer d'amener va toujours poser des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, un X viendra à la fédération parce qu'il plaît à la population, parce qu'il a eu plus d'élus que certains qui étaient capés avec une certaine expérience et tout? Moi je dis, c'est ce que nous avons voulu, nous les Camerounais. On s'est perdu suffisamment du temps dans ces histoires-là, vivement qu'elle aille un jour au bout, et que si on estime une fois de plus que le professeur Joseph, on n'en avait pas suffisamment travaillé, parce qu'à cause d'un article, on n'a plus le temps qu'on a pris, vivement que ces statuts-là soient vraiment à la hauteur des attentes n'est-ce pas, du commun des sportifs camerounais. Voilà, et pour peut-être remonter. Oui, quoi qu'on dise là, je ne jubile pas, j'ai plutôt peur. J'ai plutôt peur simplement parce que l'aspect innovant qui transparaît dans le texte est tel que ce texte doit être adopté. Mais il doit être adopté par qui? Par ceux qu'on est en train de mettre de côté en fustigeant par les textes. Ça devient extrêmement difficile. La Fédération camerounaise de football est une association privée à but public, c'est vrai. Mais le cumul de fonctions se fait dans les fonctions publiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être maire et sous-préfet. Ça, c'est les fonctions publiques. Maintenant, les fonctions privées et publiques peuvent être cumulées. Fonctions associatives. Donc, il y a ce problème, il y a ce débat de fond-là qu'il faut déjà élaguer pour pouvoir avancer. Maintenant, je dis, s'il faut que ce texte soit adopté par l'Assemblée générale, parce que cette Assemblée générale n'est constituée que par des personnes contentes par ces mêmes textes-là à mettre de côté. Et je pense que ces personnes-là mettront leur veto. Il faudra pouvoir penser à une autre forme. Et quelle est donc cette forme qui puisse donner la possibilité que ces textes-là passent à l'État sans que cette Assemblée-là n'intervienne? Moi, je ne peux pas vous dire parce que je n'en connais absolument pas. Allez, regardons ce reportage sur ce symposium sur le football organisé par l'ANAFOOT du côté ici de Yaoundé. Et c'est par ce reportage que nous allons sortir de cette édition. C'est un reportage qui est signé Aït Cyril. Après le football, il y a une vie.
C'est pour garantir cette vie aux anciens footballeurs que l'Académie nationale de football, ANAFOOT, vient d'organiser à Yaoundé un symposium sur la reconversion des anciens footballeurs. La reconversion du football consiste à changer d'activité après sa carrière. Cela nécessite une préparation à l'instar de celle du fonctionnaire avant sa retraite. Une préparation que l'on devrait amorcer dès que l'on choisit le football comme profession. Permettre, non seulement sur le plan administratif, de bien s'organiser, mais aussi permettre à ces jeunes qui envisagent d'avoir une profession après le football de s'intégrer facilement dans la société. Cette initiative est considérée comme arrivant à point nommé. Mais il faut qu'on ouvre cette porte-là. Si vous prenez par exemple un footballeur qui va jouer pour l'armée, une compétition, il gagne la Coupe du Monde dans l'armée. Mais il faut bien qu'on lui trouve une porte pour entrer dedans. Là, ce serait notre porte pour entrer. Déjà fait, ce symposium est important. On en a fait dans le passé, c'est vrai. Et les résultats sont là, les résolutions sont là, qu'on n'applique peut-être pas. Mais qu'on continue à pousser, on va y arriver. Concrètement, les anciens footballeurs tracent le fil d'Ariane à suivre. Ce qu'on suggère aux jeunes joueurs qui sont encore en activité, aux sportifs qui sont encore en activité, c'est de vous d'avoir en tête que malgré le fait qu'ils soient en activité, ils doivent déjà penser à leur après-carrière. C'est-à-dire qu'ils doivent commencer à savoir comment utiliser leur argent, comment utiliser leur temps, comment emmagasiner des informations, c'est-à-dire du savoir-faire ou des compétences dans d'autres domaines pour qu'au moment de la retraite sportive, ils puissent s'orienter vers d'autres cieux. Déjà, c'est d'avoir des formations pendant qu'on est en pleine activité. Pensez déjà à l'après-carrière, à la conversion, parce que déjà, dans la plupart des cas, nous n'avons pas de cotisation pour une pension retraite. Donc, savoir qu'il y a des choses à faire. Un chemin que même ceux encore en activité promettent déjà d'emprunter. Fonder un foyer, être une mère pour tes enfants et aussi partager ton savoir avec les plus jeunes. Donc je continue dans mes études et en tant que footballeuse. De fait, la question de la reconversion des anciens footballeurs camerounais reste problématique. Sur plus d'1 millier qu'ils sont, seuls quelques-uns ont souvent réussi à tirer leur épingle du jeu après leur carrière. Voilà, reportage signé Guy Zogo. Et puis, le dernier se porte sur cette sortie de Patrick Mboma qui parle de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun. Patrick Mboma qui s'exprime sur les Lions indomptables, mais surtout sur Samuel Eto'o-Fils, demanda aux Camerounais de respecter la volonté de ces derniers. Aïk Cyril. La question du retour de Samuel Eto'o-Fils en sélection dans la perspective de la CAN 2019 fait débat au Cameroun. Pour le goléador Patrick Mboma, Samuel Eto'o a certes encore les qualités d'un bon joueur. Il faut aussi respecter la volonté de l'ex-capitaine qui a réitéré qu'il ne souhaitait plus revenir en sélection. Je pense que sportivement, il a encore les qualités pour défendre les couleurs du Cameroun. Mais je pense aussi qu'il faut respecter son choix que d'avoir voulu se retirer. Et je ne vois pas pourquoi cette question revient. Si Samuel Eto'o refuse la sélection, les regards seront tournés vers Paul Biya qui en son temps avait convoqué Roger Mila et même Patrick Mboma. Je ne peux pas dire que le chef de l'État ne peut pas le faire. Oui, il peut le faire. Ouais. Sur le profil du futur sélectionneur des Lions indomptables, Patrick Mboma pense que l'intéressé, camerounais ou étranger, devra maîtriser les spécificités sportives et surtout extra-sportives du Cameroun. De bien comprendre, s'ils étaient étrangers, la spécificité du football au Cameroun, de l'environnement qui est particulier pour un Camerounais aussi. Il va falloir penser à être conquérant et bien entendu construire un avenir qui malheureusement au Cameroun doit toujours être proche. On ne laisse pas assez le temps de travailler sur le long terme. Quelqu'un qui soit à même de bien appréhender toutes ces réalités sportives et extrasportives. Les Lions indomptables sont toujours sans entraîneur alors que la CAN 2019 approche.
Du coup, c'est le clair-obscur en ce qui concerne les joueurs à convoquer pour cette compétition. Et on va dire merci à Ike Cyril qui nous permet de sortir de cette édition très rapidement. Le mot de la fin pour vous. Tout d'abord, j'ai Carole. Merci d'être venue. Merci Eric Martial, et je pense quand même que si Samuel Eto'o décide de revenir, ou alors s'il est convoqué par le président de la République, si professionnellement il est en jambes, pourquoi ne pas revenir dans l'équipe nationale pour rehausser l'image de cette Coupe d'Afrique qu'on prépare en 2019. Et qui sera organisée à la maison. Clément Zeko, merci. Merci, merci aux téléspectateurs. Je voudrais dire un mot sur le symposium au niveau de la reconversion. Moi je pense que, et nous l'avons suggéré plusieurs fois, il faut que la reconversion parte de très très loin. Il faut pouvoir aujourd'hui au Cameroun donner aux sportifs de haut niveau à faire l'école en 2 vitesses. Parce que passer un bac à 18 ans ou le passer à 35 ans, on ne change rien dans le fond parce qu'au bout, on aura passé le bac. C'est pour dire quoi? Il faudra qu'en listant les joueurs, les sportifs de haut niveau, qu'on leur donne la possibilité de faire comme à l'université, c'est-à-dire que de valider leur un examen sur plusieurs années. Et une fois que toute la validation est faite, il peut donc passer cet examen-là. Parce qu'entre-temps, lui, il consacre son temps au jeu et les autres ont suffisamment de temps pour faire l'école. Et maintenant, une fois qu'il sera une tête bien pleine, il pourra, pendant qu'il est en train de faire son sport, commencer à penser à la reconversion. Parce qu'on ne peut pas faire une reconversion si on n'a pas les informations, comme disait Olembe dans le reportage, on n'a pas les informations nécessaires, c'est-à-dire les connaissances qui pourront vous amener à faire cette reconversion. Or, la reconversion part d'abord par l'école. Et ensuite, maintenant, la reconversion, juste parce que nous savons que le sportif va très vite en retraite et il a encore du temps. Oui, en retraite sportive. Il va très vite en retraite et il a encore du temps à vivre. Entre la fin de son sport de haut niveau et la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Entre-temps, il faudra que l'école qu'il a faite soit capable de l'amener à trouver un nouveau chemin. Et c'est là qu'il y a la reconversion. Vassilieu CCM, merci. Oui, merci Eric Maxandjoumou. Moi, je voudrais souhaiter bonne chance à nos Lions juniors qui jouent du côté de Kampala en deuxième tour contre l'Ouganda. Bien évidemment, il faut dire que c'est le 2e tour de la compétition. Après, il y aura 14 équipes qualifiées qui joueront le 3e tour, à l'issue duquel les 7 qualifiés rejoindront le pays organisateur qui est le Niger pour participer à la CAN Niger 2019. Donc, vivement, nous leur souhaitons bonne chance. Même si la préparation de ces derniers a été, selon certains, assez catastrophique. Yves Désiré Ekwala, merci à vous. Merci Eric Martial. Juste pour dire que lorsqu'on veut parler des sportifs de haut niveau, j'ai encore un gros problème avec ce terme parce que vous savez, comment est-ce qu'on peut juger, surtout en sport individuel qui est sportif de haut niveau? Vous avez me dit qu'on peut dire une table de cotation, mais moi je crois tout simplement qu'on n'a peut-être pas encore les possibilités d'atteindre ce niveau. Mais c'est pas que je suggère à chaque fois, ça choquera un peu mon ami, j'aime qu'il soit à côté de moi. J'ai toujours dit qu'au lieu de créer l'ANAFOOT, moi j'aurais créé un centre académique d'excellence sportive. Ça veut dire qu'on aurait mis là-dedans les meilleurs sportifs du Cameroun dans un centre. Et au bout de quelques années, on allait dire qu'on est sportif de haut niveau. On obtiendrait des résultats assez probants. Pour preuve, on se jeu universitaire. Ceux qui remportent les médailles d'or, c'est dans les sports individuels. Mais bon, comme c'est des sports qui sont dits mineurs chez nous, ça pose un vrai problème. C'est bien qu'on crée, il y a les symposiums à droite, et ainsi de suite. Mais je dis, il faut qu'on repense un peu les choses et ça ira mieux pour tous les sportifs camerounais. Allez, merci à vous, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés autour de Emos Fongo et Raoul Taboufoui. Si on pense à Carlos Minoué, Raphaël Dipanda, bien entendu Eric Watat, Jean-Paul Chuniat du côté de l'Ouest avec à ses côtés Dallas Tchana, Aïk Cyril, Gizogo et du côté de Bafang, on dit merci donc à Andy Nganou et bien entendu à Alain City de ce côté-là. Merci à toutes nos équipes disséminées à travers le territoire. Merci à vous à la maison qui êtes resté en notre compagnie, madame, monsieur. Nous vous souhaitons simplement de passer une très belle suite des programmes sur Equinox Télévision. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.